Bonjour tout le monde, bienvenue à ma présentation. Je prends quelques secondes pour me présenter. François Lausier-Jobin, je suis travailleur social. J'ai ma maîtrise en travail social à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait mon doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM sous la direction de Jeanne Hull. Puis ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, si on veut, un tiers de mes résultats de thèse, donc un premier article scientifique que j'ai fait avec mes résultats de thèse. En ce moment, je suis chercheur postdoctoral et coordonnateur au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale des jeunes sous la direction de Julie Laine. Et puis, comme a dit Frédéric, je suis nouvellement chercheur régulier à l'Institut. Donc, juste vous aviser, la présentation sera rendue disponible par la suite. La présentation est enregistrée. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un courriel ou je demeure très disponible. Donc, je vais aller assez rapidement sur la problématique. J'ai l'impression que je prêche à un public un peu plus converti que d'habitude. Donc, rapidement, les troubles de santé mentale sont très fréquents dans la population générale. Donc, même avec des chiffres assez conservateurs, on peut dire qu'il y a à peu près 2% des personnes qui vont avoir un trouble bipolaire, 12% un trouble dépressif et 12% un trouble anxieux. Mis ensemble, ces trois troubles-là représenteraient à peu près 60% de la clientèle dans les services en santé mentale. On sait que les problèmes de santé mentale entraînent de nombreuses conséquences pour l'individu, hein, en termes de détresse psychologique, en termes de fonctionnement, en termes de qualité de vie, mais ça a aussi des conséquences pour leurs proches qui présentent des plus hauts taux de stress, de détresse, de symptômes dépressifs, d'épuisement et même de maladies physiques. On peut dire aussi qu'il y a des conséquences pour l'ensemble de la société. Souvent, quand on parle de l'ensemble de la société, on va parler en termes monétaires, en termes de coûts directs des services, mais aussi en termes de coûts indirects, par exemple, de perte de productivité, etc. Malgré un portrait parfois un peu sombre qu'on peut entendre dans les médias ou que je viens de vous faire, il y a quand même un message d'espoir quand on regarde la recherche, surtout la recherche plus récente, c'est qu'il est possible de se rétablir. Puis il y a même certaines recherches longitudinales récentes qui disent que c'est non seulement possible de se rétablir, mais que ça serait l'issue la plus probable du cheminement des personnes qui ont un trouble de santé mentale. Quand on parle de rétablissement, on va juste distinguer trois petites choses. La première, c'est le rétablissement dit clinique, un peu plus classique, où on parle de rémission des symptômes psychiatriques et d'amélioration du fonctionnement. Moi, quand je vais vous parler de rétablissement aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du rétablissement personnel. Donc, le rétablissement personnel, c'est le processus dans lequel la personne surmonte et dépasse les difficultés rattachées à son trouble de santé mentale pour vivre une vie pleine, entière et satisfaisante. On pourrait aussi parler, je n'irai pas trop loin là-dedans, de l'approche du rétablissement, donc l'approche qui vient organiser les politiques, les services, les interventions et puis la recherche. Donc, quand on s'intéresse au rétablissement dit personnel, on a de la recherche qui est allée montrer qu'il y a plein de facteurs qui vont venir favoriser ou nuire au rétablissement personnel. Puis dans ces recherches-là, on retrouve souvent la mention de la relation aux autres. Mais malheureusement, en tout cas jusqu'au moment où j'ai fait ma thèse, c'est une dimension qui était nommée, mais rarement le sujet en lui-même, étudié en lui-même pour comprendre pourquoi est-ce que la relation est si importante. Donc, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à la relation entre un proche aidant et la personne aidée, mais aussi entre un intervenant et la personne aidée, puis on a comparé les deux. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est surtout la relation avec les proches. Donc, on sait quand on regarde la littérature que la qualité du soutien social est liée à de nombreux bénéfices, que ce soit en termes de mortalité, d'espérance de vie, de morbidité, de maladies physiques, hein. Donc, on sait par exemple que le fait d'être isolé, c'est un facteur de risque aussi important pour la santé physique que le fait de fumer la cigarette, par exemple. Donc, c'est vraiment une dimension sur laquelle il faut se pencher, il faut se préoccuper. Si on pense à la santé mentale, on sait que la qualité du soutien social d'une personne va influencer le fait de développer un problème de santé mentale, mais aussi une fois que la personne a un problème de santé mentale, ça va venir influencer ses chances de rétablissement et sa qualité de vie. Donc, ça faisait quelques années qu'on savait qu'il y avait un lien statistique entre le soutien social et le rétablissement. Meilleure est ta perception de ton soutien social, meilleur est ton rétablissement. Par contre, c'est le fun de dire qu'il y a un lien entre le soutien social ou la qualité des relations interpersonnelles et puis le rétablissement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Donc, c'est ce que je voulais aller voir dans ma thèse, c'était vraiment de regarder c'est quoi les mécanismes qui expliquent cette relation-là. C'est quoi les mécanismes à l'intérieur des relations interpersonnelles qui viennent favoriser ou nuire au rétablissement personnel?
J'ai aussi regardé, comme je vous disais, la même chose au niveau de la relation avec les intervenants. Fait qu'on peut faire un parallèle sans aller trop loin aujourd'hui là-dessus, donc de dire que la qualité de la relation dite thérapeutique a aussi de nombreux bénéfices. Puis qu'encore une fois, on sait qu'il y a un lien statistique entre la qualité de la relation et le rétablissement personnel, mais plusieurs auteurs avaient mentionné qu'il manquait les mécanismes, le pourquoi cette relation-là favorisait le rétablissement. Finalement, quand on regarde la relation avec un intervenant et avec un proche, on s'aperçoit que ces concepts-là avaient rarement été étudiés empiriquement par rapport au rétablissement, donc ils avaient rarement été comparés à l'aide de données de recherche. Donc, c'est une des choses que j'ai fait dans mon troisième article de thèse. Donc, grosso modo, ma thèse, c'était d'aller regarder c'est quoi les mécanismes au cœur des relations interpersonnelles qui favorisaient le rétablissement en santé mentale. Donc, les mécanismes étaient vus dans la logique du réalisme critique. Je n'irai pas trop loin là-dedans. Donc, en les voyant comme étant des petites théories. Donc, c'est quoi les processus relationnels qui venaient avoir un effet sur la santé mentale dans un contexte donné? Comme je vous disais, ma thèse, il y avait un premier article qui a découlé, qui était au niveau des relations avec un proche, qui a été publié dans Qualitative Health Research. Un deuxième au niveau de la relation avec les intervenants, qui a été publié l'année passée. Et puis un troisième qui a fait un peu plus de bruit, disons, qui a été vu là, autour de 10 000 fois, je crois, qui regardait vraiment les similitudes et les différences entre la relation d'aide avec un proche et avec des intervenants et qui a été publié dans International Journal of Social Psychiatry. Donc, aujourd'hui, je pense que je m'adresse surtout à un public d'intervenants, donc je n'irai pas trop loin dans la méthode, mais si jamais vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse une dimension, n'hésitez pas. Donc, pour aller répondre à ces questionnements-là, on a commencé par aller voir les personnes en rétablissement. Donc, on a recruté 15 personnes en rétablissement, puis on leur a demandé, c'est qui les deux personnes qui vous ont le plus aidé dans votre rétablissement? Puis une fois qu'ils nous nommaient un proche, on demandait pour l'intervenant. Puis s'ils nous nommaient un intervenant en premier, on leur demandait pour un proche. Par la suite, on a fait une entrevue avec la personne, individuellement avec la personne en rétablissement, avec le proche aidant et avec l'intervenant. Et puis, on a analysé les données par triade, si vous voulez. Donc, les entrevues étaient semi-structurées. On commençait avec des questions ouvertes pour avoir leur opinion sur le rétablissement, le soutien, les variables contextuelles, le soutien social négatif aussi, puis la réciprocité. Puis une deuxième partie qui est un petit peu plus dirigée avec 12 questions ciblées sur des rôles qu'on connaît que les proches peuvent jouer. On a fait une analyse dite thématique des données, donc on est allé voir vraiment c'est quoi les thèmes qui ressortaient de tout ça, mais on est allé dans une logique plutôt déductive, c'est-à-dire qu'on avait déjà un cadre théorique assez solide où on savait qu'il y avait certaines fonctions du soutien social qui pouvaient devenir des mécanismes. Donc, aujourd'hui, au risque de me répéter, je vous présente seulement les résultats au niveau du soutien des proches aidants. Vous pouvez retrouver ces résultats-là à la fois en français dans ma thèse, je vous mettrai un lien à la fin de la présentation, mais aussi dans l'article là, qui est publié et qui est en libre accès. Donc, en termes de participants, on a eu 10 femmes dans les personnes en rétablissement, 5 hommes. Les personnes en rétablissement déclaraient avoir des troubles bipolaires, donc 8, dépressifs, 6 et anxieux, 5. Donc, vous voyez que si on additionne, ça ne donne pas 15. Certaines personnes considéraient avoir une comorbidité. Au niveau des proches, on a eu 9 femmes, 6 hommes. La majorité étaient des amis. On avait aussi des conjoints et puis différents membres de la famille. En termes de résultats, on a ressorti excusez-moi, 7 grands mécanismes qui venaient favoriser le rétablissement. Donc, les mécanismes qui sont marqués en gris correspondent à un peu des fonctions classiques du soutien social qu'on connaissait dans d'autres recherches. Puis notre recherche est venue montrer 3 nouveaux mécanismes qui étaient peut-être un petit peu moins connus. Donc, la présence, la communication, puis l'influence. Donc, au niveau de la présence, ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment le premier élément qui est nommé par les personnes en rétablissement. Quand on leur demandait, mais pourquoi est-ce que cette personne-là est importante, ils disaient, ben, elle était là pour moi. Donc, ça va au-delà de simplement avoir un lien avec une personne, les avoir dans ses amis Facebook ou je ne sais quoi. C'est que la personne était là, était pleinement présente, hein, la qualité de la relation était là. Et puis, il était là de manière continue, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles. Pour certaines personnes, notamment les personnes qui avaient une dépression ou qui avaient des symptômes, des pensées suicidaires,
Ça devenait aussi une raison de vivre ou une raison de se battre. Donc, le fait d'avoir un proche dans la vie, ça m'a gardé en vie. Ben oui, je pense que si elle n'avait pas été là, je ne me serais pas battu. Paradoxalement, même si la présence des proches favorise le rétablissement, quand on parlait aux proches aidants, les proches aidants, eux, nous disaient que souvent, ils avaient pensé abandonner, quitter la relation ou prendre leur distance. Puis on sait que quand ils prennent leur distance, ça peut venir contribuer à un sentiment d'isolement chez la personne en rétablissement. Deuxième grand mécanisme, ben, c'est la camaraderie. Fait que c'est l'idée de faire des activités ensemble, des activités qui sont plaisantes, qui sont distrayantes. Souvent, c'est des activités qui sont dites normales en dehors d'une logique santé mentale. Ça peut être des activités très variées en fonction des intérêts de la personne. Donc, si on regarde la citation dans le bas de l'écran, le proche nous dit, je pense que je suis une personne qui est quand même saine dans son entourage, qui lui fait sortir du ah ben là, ça va pas bien tout le temps. Puis elle venait chez nous, puis c'était comme, bon, ben là, on va faire un bon souper, on va prendre une coupe de vin, juste pas toujours parler du noir. Au niveau du soutien social maintenant, qui est peut-être celui qu'on comprend ou qu'on voit le plus souvent dans les études, ben, c'est sûr que ça passe principalement par le partage d'émotions. Mais ça peut aussi passer par le fait de montrer, de démontrer de la considération, de l'importance pour l'autre, puis de s'inquiéter pour l'autre. Les personnes en rétablissement mentionnent que non seulement la personne doit euh, considérer, hein, donc trouver la personne importante et s'inquiéter, mais ils doivent aussi la communiquer, cette considération-là. Donc, une personne en rétablissement nous dit, s'inquiéter de moi, mais tu sais que je le sache. Dans un couple, donc on avait à peu près un tiers de nos participants qui étaient dans une relation de couple, le soutien émotionnel pouvait aussi prendre la forme d'intimité, d'affection ou de sexualité. De leur côté, l'expérience des proches peut être parfois assez difficile aussi au niveau émotionnel. Donc, plusieurs proches ont mentionné s'être sentis démunis, découragés ou désemparés face à l'expérience de la proche aidance. Certains proches ont eu peur aussi de se perdre dans cette aide-là. Donc, une proche qui nous dit, toi non plus, tu ne veux pas sombrer là-dedans. C'est quand même quand tu regardes le gouffre puis tu es sur le bord. Le quatrième grand mécanisme, c'est la communication. Donc, la communication, ça passe par la parole, par l'écoute, mais aussi par la compréhension. Ça s'accompagne d'une attitude particulière qui est empreinte d'accueil, d'ouverture, d'acceptation et d'absence de jugement. Euh, Quand on demande à la personne en rétablissement, c'est vraiment le fait non seulement de pouvoir communiquer, hein, parler, écouter, mais aussi de se sentir comprise. Donc, ça permet à la fois à la personne proche aidante de mieux comprendre la personne en rétablissement, donc de pouvoir mieux ajuster le reste de son aide, mais aussi à la personne en rétablissement de se sentir comprise. À l'inverse, un manque de communication ou un manque de compréhension peut venir nuire au rétablissement. Donc, on a une personne en rétablissement qui nous dit, ce que je trouve plate, c'est qu'il ne me parle pas assez. Lui, c'est plutôt avec ses attitudes, c'est pas vraiment verbal. Ça fait que ça m'agaçait, puis des fois, j'aurais aimé qu'il me parle plus. Le cinquième grand mécanisme, c'est la validation. Fait que la validation, c'est quoi? C'est cette idée d'orienter la personne en rétablissement par rapport à la justesse ou à la normalité de ses comportements. Donc, ça pouvait prendre différentes formes. Ça pouvait venir simplement de soutenir la personne en soulignant les efforts qu'elle a effectués pour se rétablir. Donc, on a une personne en rétablissement qui nous parle de sa proche aidante, qui était sa conjointe ici, qui dit, elle le reconnaît puis elle l'a partagé aussi. Souvent, elle va le dire à des amis, à de la famille. Hey, telle personne en rétablissement, il travaille fort. Je le vois, il fait ses lectures, il va à des groupes, il fait des grilles chez nous. Donc, la personne vient vraiment souligner les efforts qui sont faits par rapport au rétablissement. L'autre chose, ça correspond un peu au concept classique de renforcement positif, c'est juste d'encourager la personne directement par rapport à ce qu'elle fait. Donc, chaque fois qu'il y a une petite réussite, je le souligne. Et puis finalement, certains mentionnaient l'idée d'être une espèce de reflet ou de miroir de la réalité, puis de souligner les écarts à la norme ou de dédramatiser certaines situations, voire d'aller même quand il y a un bon lien de confiance, confronter la personne sur ses comportements problématiques. Donc, un proche nous dit, un petit problème pour elle, elle peut vraiment amplifier les choses. Bon, des fois, j'ai l'impression justement qu'elle amplifie un peu les choses et moi, je suis porté à les dédramatiser puis à les rendre plus normales même.
Un autre mécanisme qu'on voit, c'est le soutien tangible. Fait que la première forme que ça peut prendre, c'est le classique soutien instrumental, donc un soutien très concret dans les tâches de la vie de tous les jours. Ça peut être aider à faire à manger, ça peut être aider à faire le ménage, ça peut être un paquet de choses. C'est un soutien qui est particulièrement important dans les moments difficiles. On le voyait surtout chez les personnes qui avaient des symptômes dépressifs, quand il y avait des downs, quand la personne avait moins d'énergie, bien, d'avoir par exemple un conjoint ou un membre de la famille qui peut venir l'aider dans les tâches de tous les jours, particulièrement pour ceux qui avaient des familles, c'était très aidant. L'autre forme, qui est peut-être un petit peu plus un résultat émergent de nos données, c'était un soutien spécifique à la problématique de santé mentale qui prenait la forme d'un soutien à l'intervention professionnelle. Donc, les proches aidants ne sont pas des professionnels habituellement, mais ils n'ont pas un rôle de professionnel ici. Ils ont un rôle de proche aidant. Mais un rôle qu'ils peuvent faire, c'est de venir appuyer l'intervention professionnelle. Donc, une personne en rétablissement qui disait, par exemple, ben, je ne suis pas gêné avec elle, sa proche aidante, de lui demander de l'aide pour faire mes devoirs, puis des fois essayer d'éclaircir ça, comment est-ce qu'elle comprenait ça pour essayer de me le transmettre pour que je puisse mieux comprendre tout ça. Puis on voit que dans la littérature, c'est un résultat qui émerge de plus en plus. Comment est-ce que le proche aidant peut venir appuyer l'intervention professionnelle que reçoit la personne en rétablissement? De l'autre côté, les personnes proches aidantes, eux, rapportent souvent s'être sentis laissés à eux-mêmes dans leur rôle. Donc, certains proches qui disent on a un manque de connaissances par rapport à cette maladie-là, il n'y a pas de mode d'emploi, tu es laissé un petit peu à toi-même là-dedans pour quelqu'un qui n'a pas les outils pour gérer ça. Finalement, dernier mécanisme, c'est l'influence. Donc, la majorité des proches aidants reconnaissaient avoir un pouvoir ou une influence sur la personne aidée. Ça pourrait prendre encore une fois différentes formes. Une forme qui se rapprochait un petit peu de la validation, c'est de venir influencer la personne en rétablissement par la discussion. Donc, un proche qui nous dit, si je vois que ça dérape son idée, bien là, je vais être capable de l'influencer, c'est sûr. Vraiment, on va reprendre ça. Puis si on remet ça en contexte, pense-y un peu. Ah ouais, ouais. Donc, la personne était ouverte à ça. On peut aussi encourager la personne à adopter des comportements qui sont considérés comme étant bénéfiques pour la santé. Tout ce qu'on a appelé les comportements promoteurs de santé, comme le sommeil, l'activité physique, l'alimentation saine. Donc, un proche qui nous dit, souvent c'est moi qui l'appelle, puis je la force. Viens, on va aller prendre une marche. Les deux dernières formes, c'est que ça peut être tout simplement d'amener la personne en rétablissement à profiter de la vie ou à profiter des bonnes choses de la vie. Et puis finalement, certains proches aidants nous ont mentionné qu'ils pouvaient agir eux-mêmes comme des modèles. Donc, en agissant d'une certaine façon, que ce soit en étant plus rationnel ou en mettant une certaine saine distance avec son travail. Donc, ça, ils pouvaient venir agir comme modèle et influencer indirectement la personne en rétablissement. Donc, une des forces de notre méthodologie, c'est que non seulement on a posé les questions aux personnes, puis on a laissé des résultats émerger, mais on a aussi pu faire une analyse qu'on appelle plus déductive, puis regarder un petit peu c'était quoi les liens entre les différentes catégories. Donc, c'est sûr qu'on a, comme je vous disais, quatre mécanismes qui étaient plus classiques dans le soutien social. Donc, le soutien émotionnel, la camaraderie, la validation et puis le soutien tangible ou instrumental. Nous, on a ressorti trois nouveaux mécanismes. Donc, l'importance de la présence, l'importance de la communication et de la compréhension, et puis l'importance de l'influence. Puis, on est allé regarder dans le discours des participants, que ce soit la personne en rétablissement ou les proches, à quel moment est-ce qu'il était mentionné en même temps ou qu'on disait ce mécanisme-là permet de se rendre jusqu'à tel autre mécanisme. Puis, on a pu tracer, dans le fond, sans faire d'analyse statistique, juste en mettant les relations les unes avec les autres, un petit peu des liens entre les mécanismes. Donc, on voit par exemple que le fait d'être présent avec la personne en rétablissement, bien, ça nous permet de mettre en place des situations de camaraderie, hein, mettre en place des activités, faire avec la personne et un soutien émotionnel, puis de la communication. La communication, quant à elle, devient le moteur ou le médium par lequel peut passer la validation ou le soutien tangible par rapport à la problématique de santé mentale ou l'influence. Donc, on voit que les trois mécanismes qu'on a ressortis ils seraient peut-être à un niveau un peu plus profond ou un peu plus transversal que les fonctions dites classiques du soutien social. Donc, je passais un peu rapidement sur les résultats parce que je voulais qu'on puisse discuter ensemble des implications. Puis c'est un peu là-dessus que j'aimerais qu'on puisse discuter à la fin de la présentation aussi, bien que si vous avez des questions sur les résultats, ça va me faire plaisir. Donc, en termes d'implication, c'est sûr que d'un point de vue théorique et de recherche, l'idée de
conceptualiser ou de modéliser le soutien social en fonction des mécanismes, bien, ça nous donne accès à des processus qui peuvent être identifiés, renforcés, travaillés, améliorés ou diversifiés en intervention, tout comme en recherche. Je trouve que les résultats s'inscrivent particulièrement bien dans le modèle CAP. Donc, le modèle CAP, c'est un modèle qui a été mis en place quand ils l'ont mis en place, ça s'appelait le réseau avant de craquer. Maintenant, ils ont littéralement changé leur nom pour CAP Santé mentale. Donc, c'est le regroupement des APAM au Québec. Donc, le modèle CAP, c'est pour CAP, qui veut dire client, accompagnateur et partenaire. Donc, on peut voir la personne proche aidante comme étant un client. Donc, le proche peut vivre lui aussi de la détresse, peut se sentir démuni, vivre la souffrance, comme on a nommé, et avoir besoin d'aide comme un client. Donc, on peut intervenir avec lui sous cet angle-là. On peut aussi intervenir avec lui sous l'angle de l'accompagnateur. Donc, le proche offre un soutien dont on a détaillé les différents mécanismes, puis on peut aller l'aider par rapport à ce soutien-là. Et puis, finalement, le modèle CAP souligne que la personne proche aidante peut aussi être un partenaire. Donc, ça devient un acteur social compétent qui peut être impliqué dans la planification des soins puis dans la recherche scientifique. Donc, si on les prend un par un, si on intervient avec la personne proche aidante comme étant un client, bien, on a vu que l'expérience des proches peut être très difficile émotionnellement. Hein, le rétablissement, c'est un cheminement qui peut être long, bien qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient atteindre un niveau de rétablissement personnel intéressant. C'est quand même un processus qui est long, qui peut avoir certains allées, des retours, qui peut être un peu cyclique parfois, qui n'est pas linéaire, du moins. Certains proches, on a vu, ont peur de se perdre ou ont pensé à quitter la relation ou ont mis une certaine distance. Puis certains proches ont mentionné explicitement avoir besoin de soutien, manquer de connaissances et se sentir seuls. Donc, c'est très important d'aller les soutenir comme clients, comme personnes à part entière. Paradoxalement, on a vu aussi que implicitement au travers de toute la présentation, que leur présence, le fait d'être à côté de la personne en rétablissement, vient favoriser leur rétablissement par le biais d'un paquet de mécanismes. Donc, qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour les personnes proches aidantes? Bien, on pourrait ouvrir la discussion par rapport à ça. Au moment où j'ai écrit ma thèse, ce qu'on voyait, c'est que la recherche scientifique, l'évaluation des pratiques disait qu'il y avait plusieurs effets encourageants, mais qu'il manquait encore de recherche solide pour pouvoir se positionner. Peut-être que l'avenue la plus intéressante, selon la recherche, c'était l'idée de faire des interventions de groupe pour les personnes proches aidantes. Donc, la participation au groupe favoriserait la connaissance sur les troubles de santé mentale, améliorerait les stratégies d'adaptation et diminuerait la détresse et le fardeau psychologique associé au rôle de proche aidant. Si c'était moi tout seul qui avait une baguette magique et qui pouvait faire ce qu'il veut, j'aimerais ça créer un groupe d'autogestion, donc inspiré du travail que j'ai déjà fait avec l'organisme Relief qui s'appelait Revive à l'époque. Puis, je vous ai détaillé un petit peu les thèmes que je suivrais dans mon groupe d'autogestion de 10 semaines que je mettrais en place, un petit peu la progression que j'imaginerais. Donc, de commencer avec c'est quoi que ça veut dire la santé mentale à la fois pour la personne aidée, mais aussi pour la personne proche aidante, aller dans les côtés positifs et négatifs de l'expérience de proche aidance pour développer une vision un peu complexe de leur rôle. Par la suite, parler un petit peu plus du processus de rétablissement et des limites personnelles pour plonger par la suite vraiment dans les différents mécanismes qui favorisent le soutien social et qui favorisent le rétablissement. Maintenant, si on passe au rôle d'accompagnateur, donc la personne aidante, proche aidante comme étant accompagnatrice. Donc, selon moi, l'identification des mécanismes, ça facilite une intervention qui est basée sur la théorie ou sur la recherche. Donc, ça, pour moi, c'est un point qui est positif. Puis, particulièrement, au-delà d'un simple listing, voici les 7 mécanismes qui est possible de mettre en place. Ce que je trouve intéressant, c'est de se baser aussi sur les liens qu'il y a entre eux. Donc, si on s'imagine, par exemple, là, je m'excuse d'être un peu caricatural, mais si on s'imagine, par exemple, qu'on reçoit un homme un peu plus âgé qui est en situation de proche aidance pour sa femme, par exemple, puis qui n'est peut-être pas très verbal ou qui n'est peut-être pas habitué sur ce genre de mode-là, puis qu'on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais pour favoriser la santé mentale de ta conjointe? Il pourrait nous dire, ah ben je suis là, je suis juste là. Mais après ça, l'idée de voir les liens entre les mécanismes, ça nous dit, ah, s'il nous nomme la particularité de la présence,
on peut aller le questionner sur les mécanismes qui sont un petit peu plus proches. OK, puis quand tu es présent, est-ce que tu fais des activités avec elle? Puis on peut aller documenter la camaraderie. Est-ce que vous parlez des émotions? À quoi ressemble l'intimité dans votre relation? De quoi est-ce que vous parlez? Puis comme ça, on peut progresser puis faire des liens peut-être un petit peu plus facilement dans les différents rôles qu'il va venir jouer. Donc, de venir diversifier puis enrichir les rôles qu'il peut jouer dans la vie de la personne en rétablissement. Aussi, puis là, je m'excuse, c'est peut-être un petit peu plus théorique. Pour ceux que ça intéresse, vous irez lire mon introduction de thèse, mais c'est que le soutien social peut être vu comme un gros concept, un méta-concept qui renferme plein de petits concepts, plein de petites distinctions. Puis en le voyant comme ça, très rapidement, c'est qu'on peut venir travailler sur différentes fonctions, sur différentes distinctions qu'il y a dans le soutien social. Donc, la première distinction, c'est entre le soutien social qui est dit structurel, c'est quoi la quantité de relations qu'a la personne, versus fonctionnel, c'est quoi la fonction du soutien social, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la qualité de la relation. Donc, les deux sont interreliés, mais les deux ont des relations différentes au soutien social. Puis il est évident que si on n'a pas de réseau ou si notre réseau est très restreint, c'est plus difficile peut-être d'aller chercher des relations de qualité. Puis peut-être que les relations qu'on a, on est en train d'épuiser les personnes qui sont dans notre réseau social plus restreint. Par la suite, si on suit le chemin du réseau du soutien social fonctionnel, on peut faire la distinction entre le soutien qui est reçu puis le soutien qui est perçu. Puis on voit dans la littérature que ce qui est le plus important, c'est la perception du soutien social. Est-ce que je peux avoir accès à du soutien social si j'en ai besoin, par exemple? Ça, c'est une bonne nouvelle en intervention psychosociale parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Donc, on peut travailler à la fois les comportements, donc le soutien social qui est reçu, mais on peut aussi regarder la perception. Est-ce qu'il y a des filtres négatifs, par exemple, qui viennent affecter la manière dont on perçoit le soutien social? Évidemment, il y a la notion d'un mécanisme dont j'ai parlé aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres dimensions qu'on pourrait aller voir, notamment la valence. Comme je vous disais précédemment, c'est quoi les caractéristiques positives, le soutien social positif, mais aussi négatif. Le soutien social négatif, c'est souvent l'inverse des mécanismes que je vous ai présentés. Au lieu de la présence de la personne, ça serait par exemple son absence, qu'elle soit réelle ou ressentie. Au lieu de, par exemple, le soutien émotif, ça serait les émotions négatives qui sont exprimées. Au niveau de la communication, on a parlé d'un manque de communication ou d'un manque de compréhension, etc. Donc, la valence, est-ce que le soutien social est positif ou négatif, peut être analysé. Puis, on peut aussi aller voir, est-ce que le soutien social il est réciproque? Donc, ça, c'est un résultat fascinant de la recherche scientifique. Ça nous dit que plus la relation, elle va dans les deux côtés, plus elle est bidirectionnelle, plus la personne en rétablissement peut aider la personne proche aidante à son tour, meilleure est la relation et pour la personne proche aidante et pour la personne en rétablissement. Donc, le fait que, par exemple, si on revient à l'exemple d'un couple, peut-être que la personne en rétablissement ne peut pas aider autant la personne proche aidante, mais peut-être qu'elle peut faire autre chose dans la maison, par exemple, comme des tâches domestiques, etc. Donc, des fois, il y a des manières de redonner. Et puis, finalement, si on regarde notre modèle CAP, client, accompagnateur, partenaire, on voit le rôle du partenaire. Puis pour moi, si on prend un pas de recul, ma recherche a montré la pertinence de prendre en compte simultanément la perspective de la personne aidée et de la personne aidante. Donc, on peut s'inspirer de ça. Les personnes proches aidantes peuvent vraiment venir fournir une information qui est importante puis pertinente à prendre en compte, autant dans la recherche, mais aussi dans l'évaluation puis dans la mise en place de services psychosociaux. Il faut faire attention parce qu'on a une espèce de vision historique, puis des fois, ça a même été propagé dans certains cours qu'on peut avoir suivis, où les proches étaient considérés comme une cause des problèmes, alors que la recherche montre maintenant que c'est beaucoup plus bénéfique de les considérer comme faisant partie de la solution, puis de faire attention de ne pas les mettre comme étant la cause du problème. Une avenue intéressante pour considérer les personnes proches aidantes comme partenaires, c'est une initiative qui est mise en place dans les pays plus germaniques, qui est la mise en place de trialogues. Donc, ça, c'est des séminaires de discussion qui regroupent une personne en rétablissement, une personne proche aidante et des intervenants autour d'enjeux de la santé mentale. Puis ça a montré que ça améliorait l'acquisition de compétences pour tout le monde, la création d'un langage commun, puis l'empowerment des personnes en rétablissement et des proches. Donc, en conclusion,
Je vous ai décrit les principaux mécanismes du soutien social propre au rétablissement en santé mentale. On est venu confirmer la plupart des fonctions classiques du soutien social, puis on a proposé trois nouveaux mécanismes qui étaient présents peut-être de manière un petit peu plus implicite ou transversale. De manière générale, les résultats montrent la richesse du rôle joué par les personnes proches aidantes, mais soulignent également qu'eux aussi ont besoin d'aide dans l'exercice de ce rôle-là. Donc, puis moi, je ne peux pas terminer cette présentation-là sans mentionner le rôle central que jouent les APAM. Donc, allez voir dans votre région qui sont les APAM, c'est quoi les numéros de téléphone des APAM, puis n'hésitez pas à aller les solliciter. Puis vous pouvez aller sur le site Internet aussi de Cap Santé Mentale qui regroupe les différentes APAM du Québec. Donc, en terminant, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez aller consulter gratuitement ma thèse. Chacun des articles de ma thèse est présenté en français dans la thèse. C'était important pour moi, puis elle est disponible gratuitement. Puis les résultats de ma thèse ont aussi fait l'objet de trois articles scientifiques. Puis ça me fait plaisir de vous les partager. Là, une majorité est déjà en open access, comme on dit, donc en version libre d'accès. Donc, sur ce, je vous remercie.